La crise du Covid s'est installée et elle éprouve notre société. C'est une crise médicale et elle est dramatique. Plus de 32 000 morts en France, 1 million à l'échelle du globe. C'est aussi une crise sociale. Des travailleurs perdent leur emploi ou doivent l'exercer dans des conditions difficiles. Des familles entières sont plongées dans la précarité. Une génération voit ses études perturbées. Les soignants continuent de sauver des vies, mais à quel prix pour leur propre santé ? C'est une crise économique, bien sûr. Depuis janvier, la dette française a bondi de plus de 113 milliards d'euros. Et c'est également une crise politique qui nous confronte à deux grandes questions. La première, d'où vient le Covid ? Est-il en partie notre faute ? Le réchauffement climatique a-t-il favorisé son apparition ? La mondialisation a-t-elle accéléré sa diffusion ? Ou bien le Covid n'est-il en réalité que le dernier avatar des nombreuses maladies qui ont éprouvé l'être humain à travers les siècles ? Deuxième question, où nous amène le Covid ? Hausse de la défiance chez les citoyens, remise en cause de l'autorité de l'État par certains élus, communication erratique, opaque, voire mensongère du gouvernement. Notre système politique subit aujourd'hui une tension extrême. Quelles en seront les conséquences ? La crise du Covid est-elle, au fond, le signe avant-coureur d'un effondrement ou le début d'une transformation ? À quoi ressemble notre démocratie dans le miroir de l'épidémie ? Bienvenue dans Viens voir les docteurs, saison 2, épisode 1. Viens voir le docteur dans le miroir de l'épidémie. Première partie, nous allons nous interroger sur la question de savoir d'où vient le virus. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Léa Lugassi. Léa, bonjour. Bonjour. Tu es agroécologue, docteur en écologie et tu as publié une étude avec l'Office français de la biodiversité sur les liens entre biodiversité et maladies infectieuses. Et avec toi, Fabien Locher. Fabien, bonjour. Bonjour. Tu es historien, chercheur au CNRS et tu publies aux éditions du Seuil Les Révoltes du ciel avec Jean-Baptiste Fressoz. Avec vous deux, on va s'interroger donc sur l'origine de l'épidémie de Covid-19 avec cette question qui en fait nous taraude. Est-elle un petit peu de notre faute et quels sont notamment ces liens avec les modifications de l'environnement ? Léa, j'ai envie de te poser à toi d'abord la question. Est-ce que l'émergence d'une maladie, d'une épidémie comme le Covid-19 peut être causée par les modifications que nous voyons aujourd'hui de notre environnement ? Oui, c'est assez sûr. Il y a toujours eu des pathogènes, des agents pathogènes qui sont présents dans la biodiversité, dans les forêts, même totalement préservées. C'est un vivier phénoménal d'agents pathogènes. Ce qui se passe, en fait, c'est que quand l'activité économique, l'activité humaine vient en contact rapproché, prolongé de ces viviers-là, et perturbe en fait le fonctionnement des écosystèmes par plein de manières qu'on pourra détailler tout à l'heure. On favorise l'émergence, on crée les conditions du passage à l'homme. Et ensuite, derrière, quand on couple ça avec une connexion d'un pays comme la Chine, avec le reste de la planète, avec les avions, etc., on favorise encore plus le passage à un niveau pandémique. Donc c'est certain, on est responsable dans une certaine mesure de l'apparition non pas du pathogène SARS-CoV-2, mais de la maladie Covid-19. Oui. Alors c'est la question qu'on va se poser et je crois qu'elle est intéressante pour tout le monde parce que d'un côté, on a l'impression, on a comme ça le pressentiment presque que le Covid-19 est lié effectivement au réchauffement climatique, aux modifications de l'environnement, peut-être aussi à la mondialisation qui accélère les échanges. Et en même temps, on constate que les épidémies ne sont pas nouvelles, elles jalonnent l'histoire de l'humanité, elles ont parfois terrassé des populations entières. La grande peste du XIVe siècle, je crois que c'est 30 à 50% de la population européenne qui décède. Donc comment est-ce que, mais on va en parler, mais comment est-ce qu'on peut savoir si c'est de notre faute ou si c'est simplement un malheur qui s'abat sur nous, comme il arrive de temps en temps ? Tout est une question d'échelle. En fait, ce qu'on appelle le débordement zoonotique, c'est-à-dire le fait qu'un agent pathogène qui était inféodé à un réservoir animal, on va prendre l'exemple concret du Covid, donc une espèce ou plusieurs espèces de chauves-souris qui vivent dans des zones normalement relativement préservées, des zones montagneuses, des zones boisées, forestières, qui vivent dans des grottes, qui ont un mode de vie qui ne les prédispose pas à entrer forcément en contact étroit avec l'espèce humaine, des animaux nocturnes. Normalement,
un pathogène qui est inféodé à la chauve-souris devrait relativement rester inféodé à la chauve-souris. Et s'il rentrait en contact avec l'espèce humaine, par exemple par des activités de chasse pour le quotidien, subvenir à ses besoins, il y a de très fortes chances pour que ça reste circonscrit à une petite zone et à une petite population humaine, peut-être un village par exemple. La probabilité que ça prenne une telle ampleur et que ça atteigne des zones d'échange économique forts comme un marché par exemple dans une grande ville qui est elle-même très connectée dans le monde, là effectivement c'est vraiment en lien avec un mode de fonctionnement économique d'une société, voire d'une planète. Alors simplement, avant qu'on avance, depuis là, tout à l'heure, tu parles du lien entre le Covid-19 et la chauve-souris. Cette origine, elle est prouvée, elle est démontrée, on en est sûr aujourd'hui ? Pas à 100%, certains chercheurs disent oui à 98%. Donc où on met les pourcentages, c'est un débat, mais en tout cas, il y a eu, avant l'émergence du coronavirus qu'on connaît aujourd'hui, il y a eu des études, dans les 2 ans qui ont précédé son émergence, qui montraient que les populations de chauves-souris du sud de la Chine hébergent un très grand nombre de coronavirus différents, et les séquences génétiques de ces virus, notamment un, est très très similaire à celui qu'on a séquencé du coronavirus. Donc on pense que c'est dans ces populations de chauves-souris qu'a émergé un virus qui ensuite s'est un petit peu modifié dans un hôte intermédiaire. Et l'hypothèse principale, c'était que c'était le pangolin, mais on n'a pas dessus de certitude. Et donc voilà, c'est cette proximité entre les séquences génétiques qui fait qu'on pense que c'est originaire de la chauve-souris. On a en plus un précédent qui est qu'il y a déjà eu une épidémie liée à un coronavirus qui venait de populations de chauves-souris du sud de la Chine. C'était le SRAS en 2002. Donc voilà, ce précédent-là, plus les fortes suspicions, fait qu'on peut à peu près dire aujourd'hui que ça vient des chauves-souris du sud de la Chine. Alors on va rentrer dans le détail sur les origines du Covid, mais avant Fabien, j'ai envie de me tourner vers toi parce que j'ai employé un mot à moitié à dessein, j'ai dit on a l'impression intuitivement que le Covid-19 est lié au réchauffement climatique. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on a observé très vite, c'est que dès les premiers temps de l'épidémie, il y a beaucoup de gens ici et là, sans même trop savoir, moi le premier, qui ont commencé à s'interroger en se disant mais est-ce que tout ça n'aurait pas tout de même un lien avec les modifications de l'environnement ? Est-ce que c'est nouveau ça, le fait que dès qu'on voit un fléau apparaître, on se pose la question des liens avec le climat, ou est-ce que, et je crois que c'est un peu ce dont tu parles dans ton livre, est-ce que en fait ça nous interroge sur un temps beaucoup plus long ? Alors en fait, effectivement, ces interrogations, elles ont une histoire très très longue. S'agissant du changement climatique, avec Jean-Baptiste Fressoz, mon co-auteur, on montre bien que, je crois dans le livre, que ces interrogations, elles s'ancrent d'abord dans un processus de mondialisation. Et ce n'est pas une mondialisation récente, c'est la mondialisation des 15e, 16e, 17e siècles. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? L'Europe part à la conquête du monde, avec ce qu'on appelle la découverte, mais qui est en fait l'exploration et la conquête de l'Amérique, avec tous ces Européens qui abordent des îles dans les Caraïbes pour faire de l'économie de plantation, produire du sucre, etc. Et là, l'Europe commence à se demander qu'est-ce qui va se passer si on fait des transformations environnementales aussi vastes que couper toutes les îles à la Barbade ou transformer complètement l'écosystème de l'île Maurice. Et là, on a des discours qui émergent, d'abord sous la plume de Christophe Colomb, donc dès le départ, à la fin du XVe siècle, et puis ensuite chez les Anglais, les Français, les Espagnols, qui se demandent qu'est-ce qui se passe si on coupe les arbres ? Est-ce que par hasard, ça n'induirait pas un changement climatique ? Ce changement climatique va-t-il être bénéfique ? C'est ce qu'on espère. Ou alors négatif, mais il y a déjà des craintes qu'on peut appeler environnementales. Et quelles seront les conséquences ? Ça peut être moins de récoltes, parce que moins d'arbres égale moins de pluie. Ça peut être de nouvelles maladies, parce qu'à cette époque-là, on pense que c'est le climat aussi qui fait les états de santé et de maladie des individus, avec ce qu'on appelle la médecine hippocratique, qui est une façon un peu savante de dire que on pense que oui, c'est le beau temps ou le mauvais temps qui fait les maladies, les épidémies, les états de santé. Bref, une grande interrogation, mais très très ancienne, qui a plusieurs siècles, sur les conséquences de l'agir humain sur l'environnement et donc les effets en retour sur les sociétés. Donc j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui est tout sauf nouveau. Et ça, c'est un peu le travail des historiens de le montrer, pour venir un peu à l'encontre des discours qui nous expliquent que on a compris simplement depuis quelques décennies qu'en agissant sur l'environnement, il y avait des conséquences pour nous. En fait, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Cette vision, elle est fausse. Et ça complexifie un peu le rapport qu'on peut avoir à la question environnementale. En fait, est-ce qu'on peut dire, pour le résumer, que le réchauffement climatique, en tout cas l'ampleur dans laquelle on le connaît, c'est bien une problématique du XXe et XXIe siècle. Par contre, on n'a pas attendu le XXe siècle pour être désangoissé du réchauffement des modifications climatiques. Alors,
Le changement climatique là, dont je parle, clairement, il est différent de celui qu'on craint aujourd'hui, celui qui est lié au CO2. C'est un problème différent. À l'époque, au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, on pense que la question, c'est le cycle de l'eau. Parce qu'on a un agir très fort sur les forêts, on défriche, on transforme l'agir forestier, on va créer donc des phénomènes d'érosion, on va changer le cycle de l'eau, on craint que ça modifie les pluies. Donc on a une focalisation sur la question du cycle de l'eau. Pour une raison assez simple, c'est que c'est des sociétés agraires où évidemment on guette la pluie, l'orage, la mauvaise saison, et que donc il est vital de s'inquiéter en quelque sorte du climat du lendemain. Et donc, j'ai envie de dire, les préoccupations pour le changement climatique sont très anciennes, mais ça ne veut pas dire qu'on se préoccupait alors du CO2. Donc c'est quelque chose de différent, mais en même temps qui est profondément lié. C'est le fait de se poser la question, de savoir si on va aller faire des observations pour montrer le changement, d'aller chercher des archives pour faire de la climatologie historique. Enfin, donc les liens sont forts, mais il ne s'agit pas tout à fait du même problème. Alors, ça, c'est quelque chose d'intéressant, parce qu'en fait, aujourd'hui, on parle de manière obsessionnelle, et moi je pense à raison, du réchauffement climatique, mais les modifications environnementales, en fait, elles sont beaucoup plus larges. Elles se posent aussi en termes de biodiversité, en termes de modification des espaces naturels. Donc, Léa, je me tourne vers toi et on rentre un peu en profondeur dans le dossier. Le Covid-19, est-il lié au réchauffement climatique? Est-ce qu'on peut tracer un lien entre les deux? Alors, directement, on pense que non, même s'il y a une hypothèse qui circule, mais qui n'est pas vérifiée. Sur le fait que les populations de chauves-souris, quand elles sont soumises à des sécheresses très intenses, et c'est a priori le cas, ça a été le cas cette année dans le Yunnan notamment, une sécheresse qui n'avait pas été vue depuis 40 ans. Donc elles sont soumises à des stress, notamment pour la ressource en nourriture. C'est des chauves-souris qui sont frugivores, elles recherchent des fruits. Logiquement, si la ressource vient à manquer ou à se tarir dans leur écosystème, elles peuvent aller au plus près des populations humaines pour trouver de la ressource. Donc ça peut favoriser ce contact qui est propice au débordement de maladies. Il y aurait, j'ai cru voir passer ça, de premières études qui tendraient à montrer peut-être un lien entre une sécheresse et quelques mois plus tard l'apparition d'une épidémie. Oui, ça a été. Il y a eu quelques cas, notamment sur les 3 émergences de coronavirus. Donc le SRAS en 2002, qui avait été précédé par une sécheresse assez forte, et également le MERS, donc un autre coronavirus qui a émergé un peu plus tard, qui est passé d'une chauve-souris à un dromadaire et qui a fait une épidémie dans le Moyen-Orient, qui a aussi coïncidé avec une sécheresse. Mais je dirais, pour l'instant, c'est une hypothèse, mais qu'on ne peut pas totalement l'affirmer aujourd'hui. Par contre, ce qui est absolument certain, c'est que les causes sous-jacentes du changement climatique sont en grande partie des perturbations et des modifications des écosystèmes, en premier lieu desquelles la déforestation. Et les causes ne sont pas uniquement climatiques, mais ça a bien des effets sur le fonctionnement de l'écosystème, les espèces présentes, la manière dont elles interagissent. Et c'est plutôt sur ces conséquences-là, par exemple de la déforestation, qui sont en parallèle des changements climatiques, mais qui sont liées aux mêmes causes, et qui vont avoir un impact sur des potentielles épidémies. Donc c'est vraiment la déforestation, en fait. L'une des principales causes de l'émergence du Covid-19, c'est vraiment la déforestation qui fait que l'espèce humaine s'est retrouvée de plus en plus au contact avec des chauves-souris, ou du moins des animaux consommés par l'homme se sont retrouvés de plus en plus au contact avec des chauves-souris porteurs du coronavirus, c'est ça? Alors, ce n'est pas forcément totalement la déforestation, mais en plus, il y a plusieurs causes qui avancent en parallèle. Dans ces zones-là du sud de la Chine, il y a du développement économique qui fait qu'on va transformer ce qui était avant des forêts ou des montagnes, des forêts de montagne, en d'autres choses, notamment pour l'agriculture. Donc c'est une des causes, mais c'est pas la seule. Il y a aussi d'autres activités qui entraînent des contacts étroits entre les espèces sauvages et les humains, et notamment le commerce d'espèces menacées, qui progresse en parallèle et qui effectivement fait des ponts qui ne devraient pas avoir lieu, en tout cas pas dans ces proportions, entre des espèces comme des chauves-souris. Il y a des fermes à chauves-souris. Alors en Chine, je ne sais pas, mais au Vietnam, on élève des chauves-souris pour produire du guano, qui est ensuite une matière première pour faire de l'engrais agricole. Donc voilà, il y a des proximités qui se créent autour du commerce de la faune sauvage qui est extrêmement lucratif. Et qui vraiment favorise l'émergence, c'est sûr. Et pour le cas du Covid,
En tout cas, le cas du pangolin est un bon exemple. Le pangolin, c'est une espèce qui, a priori, ne devrait intéresser personne, qui est un animal très mignon, avec une carapace de kératine qui, concrètement, c'est des ongles, et pour autant, qui se retrouve au cœur d'un marché extrêmement lucratif et qui mène à la perte pure et simple de l'espèce à très court terme. D'ailleurs, les pangolins qui étaient sur le marché de Wuhan ne venaient pas de Chine, a priori, ils venaient d'Afrique, puisqu'en Asie, il n'y a presque plus de pangolins déjà. Donc on voit bien que tous ces facteurs de pression sur l'écosystème, que ce soit la destruction des habitats, le commerce des espèces, vraiment favorisent, c'est sûr, des maladies comme le Covid. Fabien Alocher, l'être humain n'a pas attendu le XXe siècle pour se chauffer avec du bois. La déforestation, dans quelle mesure est-elle une nouveauté? Dans quelle mesure, en tout cas, a-t-elle pris ou non une ampleur différente au XXe ou au XXIe siècle? Qu'est-ce qui a changé de ce point de vue-là? Alors en fait, il faut bien réaliser ce qu'est la forêt pour les hommes des 17, 18, 19e siècle. C'est, on pourrait dire, à la fois le pétrole et le béton. C'est-à-dire c'est la source d'énergie, mais c'est aussi ce qui permet de construire. Alors construire des maisons pour le bois de construction, mais c'est aussi construire des navires de guerre, donc c'est aussi une ressource stratégique. C'est aussi un lieu de vie où les communautés rurales exploitent ce qu'on appelle les communs forestiers. Donc en fait, la forêt, ça semble relativement comme ça marginal vu d'aujourd'hui, mais c'était quelque chose de vraiment fondamental. Il y a des émeutes, voire des révolutions qui ont été déclenchées par des règlements forestiers imposés par des États. Il y a un exemple fameux en Ariège, la révolte des Demoiselles, qui est liée au fait qu'on voulait réglementer l'accès aux communs forestiers. Donc c'est quelque chose de fondamental, et la déforestation a été massive en Europe, mais aussi dans les colonies européennes, des empires européens. Et c'est un enjeu vraiment fondamental. On a pu dire aussi, à raison, que les États modernes se sont en partie créés en prenant la mainmise sur les ressources en bois. Donc on n'a pas attendu le XXe siècle pour déforester. Est-ce qu'on déforeste davantage aujourd'hui qu'hier ? Alors, on n'a pas attendu du tout le XXe siècle pour déforester, mais je pense qu'on a un processus qui est probablement séquentiel. Aujourd'hui, la déforestation qui pose réellement problème est probablement celle qui est plutôt en milieu tropical, plutôt qu'en Europe, où les forêts restent relativement bien gérées, même s'il y a des vrais débats sur les formes de gestion des forêts, notamment sur ce qu'on appelle l'industrialisation de la forêt. On a des vraies questions à se poser aussi sur nos forêts, composées d'arbres monoessences, bien alignés, qui semblent prospères, mais qui sont peut-être vulnérables. Mais en tout cas, voilà. Alors, on revient sur l'épidémie de Covid-19 dans un instant, mais avant, Léa, il y a une question que je voulais te poser, parce qu'on en a parlé un tout petit peu avant l'émission, et tu me disais que, certes, les modifications de notre environnement ont probablement contribué à l'émergence de cette maladie, mais ce n'est pas la seule. En fait, les modifications du climat et de l'environnement produisent la circulation de nombreuses maladies, je crois, tu me disais. Oui, ça a été bien montré dans des études récentes. Il y a beaucoup de nouvelles maladies infectieuses qui émergent, on les appelle maladies émergentes, et la plupart d'entre elles sont directement causées par des pressions sur l'environnement. Donc ça, c'est très clair. En fait, on se rend compte qu'il y a seulement 2% de ces nouvelles maladies qui ont émergé depuis 1940 qui ont été dues à ce qu'on appelle la consommation de la viande de brousse ou la chasse, disons, pour la subsistance. Donc c'est très petit. Et en fait, la majeure partie est causée par des pressions de destruction de l'environnement beaucoup plus larges, et notamment la déforestation. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte aujourd'hui qu'il y a pas mal de maladies. On peut prendre une maladie qui concerne la France, en l'occurrence qui concerne la Guyane, dont on parle peu, mais qui fait des épidémies de plus en plus importantes, qui est la leishmaniose, qui est une maladie qui a toujours existé, pour lesquelles les peuples indigènes de la forêt amazonienne, donc Guyane, Suriname, ont chacun dans leur dialecte un nom. Donc c'est une maladie qui est constitutive de cet écosystème amazonien. Mais en fait, avec la pression liée à l'orpaillage notamment, pour orpailler des zones, il faut connecter aux routes, donc il faut déforester. La recherche d'or. Voilà, on fait donc il y a des gens qui sont souvent illégaux, qui ne sont reliés à aucun système de santé, qui pénètrent dans la forêt, qui, en coupant les arbres, perturbent la mouche vectrice de cette maladie, et donc se font piquer. Et on observe maintenant des résurgences, des grosses épidémies, beaucoup plus que ce qu'il y avait toujours eu dans la forêt, avec les peuples qui vivaient dans la forêt. Donc des épidémies d'une ampleur beaucoup plus importante, et qui commencent à arriver, puisque les gens ne restent pas dans la forêt, mais vont aussi en ville, et qui commencent à contaminer des populations qui étaient jusqu'à maintenant préservées. Donc c'est vraiment directement la frontière qui devient de plus en plus poreuse entre... Et tu me disais aussi, je crois qu'on a désormais, en France métropolitaine, des cas de dengue, c'est ça,
qui jusqu'à présent étaient plutôt des maladies tropicales. Absolument, ouais. Et la dengue, en fait, c'est une maladie virale. C'est un virus qui est transmis par un moustique. Tout le monde connaît le moustique tigre. Ben voilà, c'est lui, Aedes aegypti. Aedes aegypti, il est arrivé en France en 2004. Avant ça, on ne l'avait jamais vu en France. Il s'est implanté près de la frontière italienne en 2004. Et on peut suivre la carte d'évolution chaque année. Il s'implante de plus en plus. Et maintenant, il est de manière permanente, il est dans 58 départements français. Donc on commence à observer des cas de dengue autochtone. Et au début, ça a commencé avec une personne malade qui rentre d'un voyage, qui a attrapé la dengue. Ben, maintenant qu'il a sur le territoire français le vecteur qui, s'il vient le piquer pendant la nuit, ensuite va piquer une autre personne, le moustique, voilà. Une personne malade qui est rentrée de vacances se fait piquer par, piqué par un moustique. Le moustique se contamine, il va aller piquer quelqu'un d'autre dans la nuit, voire même beaucoup de personnes. Et donc, comme ça, peut émerger une épidémie. Donc, on a aujourd'hui toutes les clés en main, biologiquement parlant, pour avoir des épidémies de maladies qui étaient jusqu'à maintenant des maladies tropicales, qui concernaient les tropiques, dans nos régions, dans notre pays. Alors, tous les deux, vous nous avez dit de nombreuses choses que l'on sait. Et moi, il y a quelque chose qui me passionne, c'est de savoir ce qu'on ne sait pas. C'est notre deuxième séquence dans l'émission. Alors, qu'est-ce qu'on sait et surtout, qu'est-ce qu'on ne sait pas, Fabien Locher, Léa Lugassi? Réussira-t-on à contrôler le Covid-19 ou faudra-t-il apprendre à vivre avec pour toujours? Est-ce qu'on peut répondre à cette question? Léa. Je me lance. Moi, j'ai l'impression que l'enjeu du moment, c'est pas tant de se projeter à si long terme, est-ce qu'on finira par le vaincre? Nécessairement, une épidémie, ça s'arrête toujours. Il y a aucune... Donc ça, on sait qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Je pense qu'on peut le dire, ça s'arrêtera. Okay. La question, c'est plutôt remettre la maladie dans le contexte social, qui est celui de la France, où l'enjeu, c'est d'aplanir suffisamment ces épidémies, ces vagues épidémiques, pour ne pas sursaturer un système de santé fragilisé, par exemple, et faire en sorte que le pays ne soit pas totalement dépassé par une épidémie qui serait incontrôlée. Donc, à mon avis, tout l'enjeu, c'est de jouer finement sur une partie de la population qui va finir par s'immuniser, probablement. Un virus soit qui deviendra moins virulent, soit pour lequel on aura développé des défenses. Mais tout le jeu, et c'en est pas vraiment un, mais tout l'enjeu, on va dire, c'est que ça se fasse sans qu'il y ait trop de casse, c'est-à-dire que le système de santé puisse suivre. Est-ce qu'on sait s'il faut se préparer à d'autres épidémies similaires à l'avenir, voire à de pires épidémies que celle-ci? C'est possible. Des pires épidémies sont tout à fait possibles. Il y a beaucoup de pathogènes qui causent des maladies bien plus mortelles, bien plus létales que le coronavirus, que Covid-19. Donc oui, c'est évidemment possible. Est-ce qu'on sait, et peut-être Fabien, as-tu une idée, est-ce qu'on sait si on va pouvoir infléchir le futur des épidémies en changeant notre mode de vie? En fait, ce que ça m'évoque, tout ça, c'est le fait que malgré tout, on ne meurt pas de façon indistincte du Covid-19. C'est quand même lié aux hiérarchies sociales, à qui est exposé. On sait que les gens en surpoids sont plus exposés à la mortalité. Or, c'est souvent des gens qui sont d'extraction sociale plus basse, parce qu'il y a une corrélation entre le niveau socio-économique et l'obésité. C'est aussi des gens qu'on appelle en première ligne, que ce soit les éboueurs, les vendeurs, les caissiers, etc. Donc je pense qu'un des enjeux, c'est aussi repenser la société, repenser vraiment les formes, y compris de rémunération, de valorisation, de soins, pour qu'une société plus égalitaire aboutisse aussi à une forme d'amortissement de l'épidémie. Je pense que l'enjeu, c'est pas seulement de contrer l'épidémie, c'est que l'épidémie aussi nous apprenne des choses sur notre société et sur notre capacité à agir sur les inégalités notamment. Alors, dernière question et en lien avec celle-ci, est-ce qu'on peut estimer le nombre de personnes qui vont mourir des conséquences directes ou indirectes de la crise économique et sociale, Fabien, tu en parlais, qui vient avec la crise sanitaire? Alors, je ne suis pas un technicien de l'économie ni de l'économétrie, mais je pense que c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu à superposer et à prendre en compte en même temps. La question des impacts économiques, sanitaires et même sociaux. Je pense à l'éducation ici. Imaginons l'impact du confinement sur des enfants qui sont déjà mal suivis à l'école parce que leurs parents sont soit au chômage et préoccupés par d'autres choses. Bref, des enfants qui sont des milieux les plus défavorisés vont être doublement perdants avec un reconfinement possible. Et donc, il y a vraiment un enjeu, là, je crois, à penser aux plus faibles, en fait.
tout simplement en ces temps de pandémie. C'est aussi ce que nous apprend l'histoire. Hein. Les épidémies, en fait, au cours de l'histoire, ont toujours posé cette question-là des hiérarchies sociales. Pourquoi ? Parce qu'il y a des traitements complètement différents entre des épidémies qui, disons, épargnent les plus aisés et celles qui sont à spectre large et qui touchent tout le monde. Quand l'épidémie, historiquement, touche tout le monde, touche tous les milieux sociaux, il se trouve que souvent, on trouve des solutions techniques beaucoup plus rapidement. Et ça, c'est quand même quelque chose qui doit nous alerter. Hein. Il faut aussi que la recherche elle-même incorpore des enjeux sociaux dans la définition de ses propres objectifs. C'est ce que je pense un aspect très intéressant. La science, c'est pas seulement de la technique et de la vérité révélée, hein, c'est aussi penser le rapport que la production de savoir peut avoir avec la société. Eh bien, la question des conséquences politiques et sociales de la crise du Covid, c'est justement le thème de la deuxième partie de Viens voir les docteurs. Merci beaucoup, Léa Lugassi. Merci beaucoup, Fabien Locher, pour tous ces éclairages. On se retrouve pour la deuxième partie de Viens voir les docteurs, nos sociétés au miroir du Covid. Et on va se demander où nous amène la crise du coronavirus, qu'est-ce qu'elle provoque sur nos démocraties, sur notre régime politique, qu'est-ce qu'elle révèle sur notre régime politique. Et pour cela, j'ai le plaisir d'être accompagné d'Antoine Bristial. Antoine, bonjour. Bonjour. Tu es professeur agrégé de sciences sociales, chercheur en sciences politiques à Sciences Po Grenoble, et tu publies 2 enquêtes pour la Fondation Jean Jaurès, l'une sur les anti-masques et l'autre sur les soutiens du professeur Raoult. À tes côtés, Samuel Ayat. Samuel, bonjour. Bonjour. Tu es chercheur en sciences politiques au CNRS et tu publies aux éditions Anamosa un petit livre, mais passionnant, qui s'appelle Démocratie. Avec vous, donc, on va se poser la question de ce que la crise du Covid-19 fait à nos démocraties. Et la première chose que l'on observe, c'est l'émergence de ce mouvement des anti-masques, un mouvement qui a été croqué par Bertrand Scla dans Brut. Toutes les études qui prouvent que le masque sert à rien, eh ben on n'arrive pas à retrouver les sources. Comme par hasard. Ah bah après c'est sûr qu'il faut réfléchir un peu, hein. Faut pas prendre bêtement pour argent comptant tout ce qu'on a dans les médias, hein. Moi c'est simple, je pratique le doute. Comme Descartes, même s'il n'y a rien qui prouve que Descartes ait réellement existé. Hein. Moi par exemple, j'ai pas de masque, eh ben j'ai pas le virus. Hein, et c'est qui a le virus? Bah c'est le personnel médical, c'est les soignants, les chirurgiens, et eux ils ont quoi sur le nez? Un masque, comme par hasard. Antoine Bristiel, est-ce que Bertrand Scla croque bien les anti-masques? Toi, tu publies donc une étude sur ce mouvement, je pense qu'on peut parler d'un mouvement. Est-ce que déjà, en termes sociologiques, les anti-masques, tels que toi tu as pu les observer, ressemblent à ce personnage? Disons que leur forte défiance envers les institutions est assez bien montrée dans la vidéo, mais par contre, en termes sociologiques, on n'a pas forcément affaire au même profil. C'est-à-dire que d'une manière assez étonnante, on avait en tout cas sur cette mobilisation en ligne, parce que c'était essentiellement une mobilisation en ligne qu'on a affaire en France par rapport à d'autres pays où là, il y a eu vraiment des manifestations comme en Allemagne, à Berlin. Mais sur ces groupes Facebook en ligne, on a davantage affaire à des personnes qui sont plutôt éduquées, avec en moyenne un bac+2, qui sont assez relativement âgées, avec une moyenne d'une 50aine d'années, et qui proviennent de catégories sociales supérieures. On a le double de cadre par rapport à la population française. Donc ce n'est pas forcément les sphères habituelles de défiance que l'on avait dans ce mouvement des anti-masques. Ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que quand on regarde un peu sur les réseaux sociaux, on voit qu'il y a une espèce de cliché des anti-masques qui seraient des populations ignares, stupides, sous-éduquées. Oui. Toi, tu nous dis que ce n'est pas du tout le cas. Non, ce n'est pas du tout le cas. Et ce sont des personnes qui vont justement chercher à acquérir le maximum d'arguments, le maximum de connaissances sur le masque. Alors, généralement, avec des arguments qui vont toujours dans le même sens. Mais en tout cas, elles ont quand même cette volonté de rejoindre ces espaces en ligne pour pouvoir communiquer et pour pouvoir échanger ensemble des arguments. Alors, leurs arguments, justement, est-ce que tu peux nous parler un peu rapidement de quels sont les grands arguments utilisés par les anti-masques pour ne pas le porter? Il y a 2 types d'arguments qui sont utilisés. Le premier argument, c'est de dire le masque serait inutile, voire le masque serait dangereux, et le gouvernement, finalement, de toute façon, a extrêmement mal communiqué par rapport à cette question-là. Et puis, il y a un autre type de revendication qui est cette fois-ci beaucoup plus en termes de liberté individuelle, qui est de dire que ma liberté individuelle est plus importante que la sécurité collective, pour le faire simple. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, et tu l'as mentionné, hein, le mot arrive très vite, le mot de confiance. C'est-à-dire que les anti-masques n'ont pas
confiance dans le gouvernement. Et dans l'étude que tu publies, il y a un tableau que moi je trouve passionnant, qui est le tableau de la confiance des citoyens, les anti-masques d'une part et tous les citoyens d'autre part, la confiance des citoyens à l'égard des institutions. Et on voit que 6% des anti-masques ont confiance encore dans l'institution présidentielle, contre 34% pour la population, et 2% seulement ont confiance en Emmanuel Macron, contre 34% pour la population globale. Est-ce que tu peux nous commenter rapidement ces chiffres ? On peut les voir de deux manières différentes. On peut, d'une part, regarder le différentiel qu'il y a entre ces anti-masques et le reste de la population française, ce qui est important sur certains de ces items. Et puis aussi, on peut regarder les chiffres sur l'ensemble de la population française. Et les données du Cevipof, qui publie chaque année le baromètre de la confiance politique, montrent extrêmement bien que depuis 10-20 ans, on a une baisse constante de la confiance dans les différentes institutions de ce pays. Et on ne s'en rend pas compte en temps normal. C'est quelque chose qui passe relativement inaperçu. Les institutions arrivent à fonctionner. Mais quand on a une crise extrêmement brutale comme celle de la Covid que l'on connaît, bien là, ça devient beaucoup plus compliqué de réussir à gouverner le pays avec autant de défiance institutionnelle. Est-ce qu'on peut dire, pour filer la métaphore en quelque sorte, que finalement le mouvement des anti-masques, ce serait le symptôme aigu d'une maladie plus profonde, et c'est une métaphore, qui serait la défiance de plus en plus grande à l'égard de nos institutions ? Oui, exactement. C'est exactement ça. Alors, Samuel Ayat, Samuel, toi, tu as beaucoup travaillé sur les phénomènes de représentation. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette défiance du monde politique dans lequel on vit aujourd'hui ? Je ne suis pas persuadé que le fait de s'intéresser exclusivement à la défiance que les citoyens et les citoyennes auraient pour les élus et les gouvernants rende compte entièrement du problème. Ce que je veux dire par là, ce qui, moi, je trouve marquant dans cette crise, c'est pas que les citoyens et les citoyennes n'aient pas eu confiance dans les institutions, c'est que les institutions n'ont pas du tout eu confiance dans les citoyens et les citoyennes. C'est-à-dire que si la défiance, elle est quelque part, elle n'est pas dans le fait que les gens n'aient pas confiance en Emmanuel Macron, ce qui semblerait finalement une conduite assez rationnelle. C'est que Emmanuel Macron n'ait absolument pas confiance dans les citoyens. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le gouvernement, et de manière plus générale les autorités, considèrent que pour amener les citoyens et les citoyennes à avoir des comportements responsables face au virus, eh bien, il faut les contraindre, il faut exercer sur elles et sur eux de la coercition. Et si on prenait une longue histoire de l'État, on se rendrait compte que c'est bien sûr ce sentiment de défiance qui est inhérent à l'État, qui est inhérent au gouvernement, qui, eh bien oui, à certains moments, au bout d'un moment, crée des formes de défiance des citoyens. Mais si on naturalise, à mon sens, un supposé manque de confiance des citoyens dans les institutions, on n'a que la moitié du tableau, et je dirais la moitié la moins solide d'un point de vue historique et sociologique, la moitié la plus solide, c'est le rapport que les gouvernants ont aux citoyens et qui, là, pour le coup, est un rapport institutionnalisé de défiance. C'est-à-dire la commande par en haut d'interrogation sur qu'est-ce que le peuple fait mal. Mais évidemment, c'est une pensée d'État. C'est l'État qui pense comme ça, c'est le gouvernement qui pense comme ça. Et de ce côté-là, il y a, à mon sens, voilà, un retournement à faire. Demandons-nous d'abord comment les institutions pensent les citoyens et pourquoi ils essayent à ce point de les contrôler, de nous contrôler en permanence. Alors ça, c'est ce dont on va parler notamment, et pour moi, c'est quelque chose de passionnant parce qu'effectivement, il y a un cliché qui est un cliché à la fois dans le commentaire politique quotidien et puis dans la science politique, qui consiste à déplorer, alors quand on fait de la science politique, effectivement, l'émergence de la défiance à l'égard des gouvernants, et puis de déplorer, quand on fait du commentaire, la hausse de l'abstention, par exemple. Et moi, à chaque fois, ça me rappelle cette phrase de Brecht qui dit « Le peuple a perdu la confiance du gouvernement, il faut donc dissoudre le peuple et en élire un nouveau ». C'est-à-dire qu'effectivement, la vraie question, c'est qu'est-ce qui suscite cette défiance ? Est-ce qu'on peut dire que, Antoine, tu en parles un peu aussi dans ton étude, est-ce qu'on peut dire que la manière que notre gouvernement en France a eu de gérer la crise a contribué à créer de la défiance ? Je pense notamment à une communication erratique, changeante, parfois mensongère sur la question des masques. Justement, est-ce qu'au fond, on peut avoir le sentiment que les masques sont devenus un totem, une cristallisation d'une gestion contestée par le gouvernement ? Je pense qu'il y a deux aspects dans les revendications des anti-masques. Il y a cet aspect vraiment sur la communication du gouvernement qui est de ne pas comprendre les injonctions contradictoires qu'il y a eu en permanence avec un masque qui était au départ pas recommandé, voire même déconseillé parce qu'on ne serait pas capable de savoir comment le mettre, puis recommandé, puis rendu obligatoire. Donc ça, il y a cet aspect-là que beaucoup ne comprennent pas. Et puis il y a quelque chose quand même qui est beaucoup plus profond, pour faire un parallèle avec la vidéo que vous montriez, c'est que il y a quand même
une part importante de la population qui est quand même extrêmement défiante, voire qui va avoir un certain attrait pour des théories conspirationnistes et qui voit dans la question du masque un élément qui renforce ces éléments-là. Donc il y a ces deux aspects, il y a l'aspect conjoncturel, mais il y a quelque chose de plus profond derrière aussi, en tout cas pour une partie d'entre eux. Alors, on va se poser dans un instant la question de qu'est-ce qui provoque cette défiance et de quelle manière il faut peut-être réinterroger notre système politique. Mais en effet, moi j'aimerais continuer d'explorer cette défiance des citoyens et notamment, Antoine, tu prononces le mot, à l'égard du complotisme. C'est-à-dire que dans ton étude, tu as interrogé l'attitude des anti-masques d'un point de vue complotiste, en tout cas leur adhésion aux thèses complotistes connues. Et moi je veux dire que je suis tombé de ma chaise en te lisant. 92% des anti-masques pensent que le ministère de la Santé est de mèche avec les laboratoires pour cacher la nocivité des vaccins. 52% croient à l'existence des Illuminati, mais c'est tout de même 27% dans la population globale. 56% croient en l'idée d'un grand remplacement, pour le dire simple, mais c'est quand même 35% dans la population globale. Et enfin, 57% des anti-masques croient à l'existence d'un complot sioniste à l'échelle mondiale, mais là aussi, c'est tout de même 22% de la population globale. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit qu'il y a un vrai problème au sein de nos sociétés, que ce n'est pas un problème que l'on voit, qui est visible dans des périodes entre guillemets normales, mais dans des circonstances exceptionnelles, c'est là où on va s'en rendre compte particulièrement. Et ça peut derrière avoir des conséquences importantes. Puis il y a des études qui ont été faites, notamment au Royaume-Uni, qui montraient que plus les personnes croyaient dans des thèses complotistes, et notamment des thèses complotistes au sujet du Covid, plus ils allaient avoir tendance à ne pas respecter les recommandations sanitaires du gouvernement. Et ce qu'on remarque aussi avec ces théories complotistes, c'est qu'elles forment échelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous croyez à une théorie, vous allez avoir tendance à croire à l'ensemble des théories. Donc c'est pour ça qu'on a un lien avec cette question du Covid et des choses beaucoup plus profondes au sein de nos sociétés dont on ne se rend pas compte en permanence. Et alors, il y a un lien évidemment à faire avec la question des médias. Et en fait, il y a un deuxième tableau dans ton étude que moi je trouve fascinant. Oui. C'est justement l'interrogation de comment les anti-masques ont confiance ou non dans les médias. 14% des anti-masques seulement ont confiance dans les informations présentes dans les journaux papier. Mais c'est seulement 37% de la population globale. Enfin, le chiffre est fou. 2% des anti-masques ont confiance dans les informations présentes à la télévision, mais c'est seulement 29% dans la population générale. Et enfin, 51% des anti-masques ont confiance avant tout dans les informations présentes sur les réseaux sociaux. Pour moi, et c'est une question que je pose à tous les deux, pour moi ça pose deux questions. La première, c'est on voit bien, je crois là, dans ces chiffres, le rôle des réseaux sociaux dans la circulation des thèses complotistes. Mais la deuxième chose qui nous interroge, c'est comment faire ? C'est-à-dire, à partir du moment où nos concitoyens ont un tel degré de défiance à l'égard des sources d'information, comment faire pour renouer le dialogue ? Comment faire pour réargumenter sur des bases communes ? Comment faire pour se comprendre ? Si en fait tout ce que l'on dit dans les médias, y compris les médias les plus sérieux, sont marqués du sceau de la défiance par nos concitoyens. Samuel, est-ce que ça t'inspire quelque chose ? Comment dire ? On est dans une situation où les grands médias, quasiment tous, sont détenus, mais pas du tout en question quoi que ce soit du travail des journalistes, sont détenus par des firmes multinationales. Indubitablement. Et dont, pour une bonne partie, sont ou ont été des marchands d'armes. Le fait, dans une situation comme ça, d'avoir de la défiance, je trouve que le mot, il peut se discuter. Mais le fait d'avoir, en tout cas, un esprit critique vis-à-vis de ce que peuvent dire les médias ne me semble pas problématique. On est face à un gouvernement qui prend des décisions de manière autoritaire, tu le disais, se contredisant en permanence. Le fait de ne pas leur faire confiance, je dirais, est une attitude, justement, qui me semble être l'attitude démocratique. Ce qui serait une attitude qui ne serait pas démocratique, c'est de dire « Ah, c'est un marchand d'armes qui possède ce journal, je vais faire confiance à ce qui est marqué dedans. Ah, il y a un type élu par quelques millions de personnes qui prend des décisions tout seul pendant 5 ans, moi je vais lui faire confiance. » C'est là que se trouverait le problème démocratique. Il y a un impératif démocratique de la défiance. Ceci étant, ça ne répond pas entièrement à la question. Parce que... comme on le voyait dans les petits graphiques, même si je pense qu'il faut prendre ça avec
circonspection, hein, les sondages, ce que disait Pierre Bourdieu. On pose aux gens des questions qu'ils ne se sont pas eux-mêmes posées ou qu'ils ne se posent pas, et qui répondent des choses auxquelles ils ne pensaient pas nécessairement avant qu'on leur pose la question. Si vous demandez aux gens s'il y a un complottionniste, ou si vous demandez aux gens s'il y a des Illuminati, ou si vous demandez aux gens s'il y a des extraterrestres, vous avez toujours des gens qui vont vous dire ouais, il y a des extraterrestres. Ça ne veut pas dire que c'est une croyance active, présente, qui pragmatiquement influence le comportement au jour le jour. Donc pour moi, ça en dit beaucoup plus sur les interrogations et parfois les obsessions des personnes qui posent les questions que sur les personnes qui répondent. Ça ne veut pas dire que la question ne se pose pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à en faire. Et notamment quand on voit que les gens ont confiance dans les réseaux sociaux, par exemple, alors que ces réseaux sociaux sont aussi détenus par des multinationales, plus que dans les journaux papier où, même s'ils sont détenus par des multinationales, des journalistes exercent avec une équipe professionnelle, etc., ça pose des questions. Le fait qu'on croit désormais à une information lorsqu'elle est produite par des gens qui sont nos égaux, par des gens qui sont des pairs, par des personnes que l'on connaît et en qui on peut avoir confiance parce qu'on les connaît. Mais là aussi, c'est quelque chose qui n'est pas antidémocratique, qui est plutôt une utilisation qui peut être problématique et avoir des conséquences problématiques dans certaines circonstances, d'un ethos qui est démocratique, qui est qu'on a confiance les uns et les unes dans les autres. Et que quand quelqu'un poste une information sur Facebook et que cette personne est notre ami, on va avoir tendance à avoir confiance avec. Cette confiance-là, qui existe entre les citoyens et les citoyennes, me semble beaucoup plus importante dans une société démocratique que la confiance qu'on pourrait avoir pour des institutions qui sont corrompues ou pour des journaux qui sont détenus par des marchands d'armes. Mais tout de même, dans les chiffres que tu produis, Antoine, il y a aussi autre chose. C'est-à-dire que quand on voit qu'il y a toute une partie de la population qui a bien plus confiance dans ce qu'ils lisent sur les réseaux sociaux que dans ce qu'ils lisent dans les médias, comment on fait quand on a, pour prendre un cas qui commence à faire grand bruit, ou qui commence à faire peut-être un peu de bruit en France, quand on a un gourou de l'alimentation sur YouTube qui explique qu'il ne faut surtout pas donner de lait en poudre aux enfants parce que c'est un poison violent et qu'à la place, on peut parfaitement nourrir des enfants à l'eau de coco. Et qu'on commence à voir, alors pas en France, je crois en Australie, des cas d'enfants qui deviennent gravement malades avec ce type de traitement. Comment on fait quand à côté on a dans des grands médias, des grands médecins, des gens qui viennent dire « Attention, ça c'est vraiment dangereux, c'est la science qui le dit », mais que leur parole est frappée du sceau du soupçon. Comment on fait pour se parler, pour argumenter en des bases communes, quand en fait on n'arrive même plus à être d'accord sur quelle est la source en laquelle on peut avoir confiance ? Je pense que ce qui est aussi caractéristique des réseaux sociaux, c'est qu'ils ne mettent pas en relation des personnes. Ils vont créer juste des bulles, en gros, où on va être seulement en relation avec des personnes avec lesquelles on est de prime abord déjà d'accord. Et on ne va pas avoir accès à des arguments qui sont contradictoires. Ce qui ne veut pas dire non plus que quand vous allez dans des médias traditionnels, vous avez forcément une information qui est contradictoire avec le panel des options possibles dans ces médias-là. Mais néanmoins, c'est avec la multiplication des flux de communication, et en particulier avec le développement d'Internet et des réseaux sociaux, vous avez cette capacité à l'heure actuelle de vous informer uniquement avec des informations qui vont dans le sens avec lequel vous êtes d'accord de prime abord. Et ça, c'est extrêmement problématique parce que quand vous êtes dans une démocratie, l'objectif, c'est quand même de pouvoir avoir des arguments contradictoires et de pouvoir vous faire votre propre opinion par la suite. Donc voilà, c'était aussi une des caractéristiques que l'on avait de ces groupes. Samuel, pour prolonger la question, toi, tu as travaillé notamment sur les questions de démocratie participative, démocratie délibérative. Comment on fait pour... je vais formuler la question de manière polémique et je ne suis moi-même pas d'accord avec ma formulation, mais admettons que ce soit de la provocation. Comment on fait pour faire fonctionner une démocratie qui serait plus participative avec l'existence d'une démagogie qui fait que c'est parfois les opinions les plus attirantes mais les plus fausses qui se diffusent le plus rapidement? Déjà, la première chose, c'est, à mon sens, de mettre en question raisonnablement une certaine opposition entre les savants et les profanes, entre la parole qui serait autorisée et la parole qui ne serait pas autorisée, entre des sources qui seraient absolument dignes de confiance et des personnes qui n'auraient que, au fond, à croire ce que disent ces sources. Ce qui fait la démocratie, notamment en matière scientifique et en matière sanitaire, c'est lorsque le monopole des savants
c'est-à-dire aussi le monopole de ceux qui ont le pouvoir, se trouve mis en question par des personnes qui viennent se saisir de ces questions. Non pas en les remplaçant par d'autres gourous comme ce type qui dit qu'il faut donner de l'eau de coco, mais en ayant véritablement un espace pour que les citoyens et les citoyennes puissent venir se confronter. C'est se confronter à la parole savante et se confronter au pouvoir. C'est une des grandes leçons de la lutte contre le VIH, c'est que les choses commencent à changer lorsque ce n'est plus juste une question de médecins et une question de savants, et lorsque ça devient saisi, lorsque le problème du sida et de sa transmission devient saisi par les malades elles-mêmes et eux-mêmes. Et c'est à partir de ce moment-là où là, quelque chose de démocratique peut avoir lieu. On utilise le concept de démocratie sanitaire pour parler de cette capacité de codécision, y compris sur les sujets extrêmement arides que peuvent être des sujets comme le coronavirus ou comme des maladies. Donc, à mon sens, une démocratie plus participative, c'est d'abord une démocratie qui accepte de suspendre le privilège absolu de la parole savante en laquelle on pourrait avoir confiance. C'est l'idée de Jacques Rancière. Il y a politique, en un sens démocratique, quand il y a une mise en question de ces grands partages entre ceux qui décident et ceux qui obéissent, entre ceux qui savent et ceux qui ignorent, entre ceux à qui on pose des questions et ceux qui y répondent. Alors, Antoine, je reviens à toi dans un instant, justement, parce que là, on est en train d'évoquer la question démocratique. On pourrait penser qu'elle est extrêmement loin du coronavirus. Eh bien, pas tant que ça. Dans ton étude, il y a un tableau, il y a des chiffres très intéressants qui interrogent l'attitude des anti-masques à l'égard de la démocratie, justement. Et on voit que 82% des personnes qui se déclarent anti-masques pensent que c'est le peuple et pas les politiques qui doivent prendre les décisions, contre 58% de la population générale. Et 80% des anti-masques pensent que les différences entre élite et peuple sont plus grandes que les différences qui clivent le peuple lui-même, contre 68% de la population. Donc toi, tu observes dans ton étude le fait que les personnes qui manifestent de la défiance à l'égard du masque sont aussi des personnes qui, au fond, demandent plus de démocratie. Oui, bien sûr. Je pense que dans le phénomène de défiance, il y a plusieurs causes. Il y a une des causes qui est une cause institutionnelle, c'est-à-dire le fonctionnement de la Ve République en France, qui permet, dans les circonstances actuelles, de pouvoir élire un président qui a énormément de pouvoir et qui va néanmoins reposer sur une base sociale qui est extrêmement réduite. Et c'était assez intéressant d'ailleurs de regarder au tout début du coronavirus, au tout début de la crise sanitaire, les différentiels de confiance entre la France et le Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, il y avait une confiance dans le gouvernement qui était beaucoup plus importante parce qu'ils peuvent reposer sur un socle beaucoup plus large qu'en France où, si vous regardez le nombre de personnes qui ont voté pour Emmanuel Macron vraiment par conviction au premier tour de la présidentielle, c'est au final extrêmement réduit et ça l'aurait été d'ailleurs pour l'ensemble des autres candidats. Puis il y a une cause qui est plus profonde encore, qui est, disons, dans un phénomène de perte d'influence de l'État et de sa capacité à protéger les citoyens, que ce soit des périls sanitaires, mais aussi des périls économiques ou même des périls des périls migratoires perçus. C'est quelque chose qui entraîne le rejet de ces institutions qui, au préalable, étaient censées nous protéger, qui désormais ne le font plus, ou en tout cas plus autant qu'on le souhaiterait. Alors, ça nous ramène, Samuel, à la question que tu posais tout à l'heure, qui est celle de la manière par laquelle, enfin, plutôt les raisons pour lesquelles le gouvernement a pu susciter de la défiance chez les citoyens, et notamment la gestion par notre gouvernement de la crise du coronavirus. Est-ce que pour toi, on peut dire que le gouvernement français a géré la crise sanitaire de manière démocratique, puisque le mot de démocratie, on l'a employé déjà 50 fois depuis le début de cette émission? La première phase, celle en mars, avril, mai, a été un révélateur de quelque chose qui me semble très problématique et même historique, qui est que, face au virus, les États dits démocratiques, non seulement n'ont pas mieux géré que les États dits autoritaires, mais n'ont pas géré de manière plus démocratique ou plus concertée que dans les États dits autoritaires. La décision n'a pas été moins individuelle en France qu'elle a pu l'être en Chine. Moins individuelle, tu veux dire prise par un individu? Prise par un individu ou un groupe d'individus. Les décisions ont été prises par un tout petit nombre de personnes. Souvent, comme par exemple le conseil scientifique qui a été mis en place par la volonté du prince, qui ne repose absolument pas sur des institutions préexistantes. C'est un conseil scientifique qui sort de nulle part, de personnes nommées sans le moindre contrôle. Donc on est exactement
dans une gestion autoritaire de la situation. Qu'est-ce que ça serait une gestion démocratique? Justement, ça serait exactement le contraire de ce qui s'est passé. C'est-à-dire une gestion fondée sur la confiance dans les citoyens et les citoyennes, plutôt que dans la peur, dans une gestion fondée sur une concertation réelle, pas la concertation qu'on a aujourd'hui, qui en fait n'est pas une concertation, qui vise à une seule chose, mais à augmenter ce qu'ils appellent l'acceptabilité sociale des mesures. C'est-à-dire vraiment, là on est au fond de la pensée gouvernementale, de la pensée d'État, de la pensée par en haut. On prend des décisions sans consulter qui que ce soit, sans consulter le peuple, éventuellement en consultant quelques médecins et quelques savants, et ensuite on se pose la question de comment rendre ces décisions acceptables, sans se demander qu'est-ce qu'il y a dans la société comme solution, comme savoir, comme innovation. On a vu pendant le confinement des formes de solidarité spontanée exister dans la société, qui ont permis à la société française de tenir beaucoup plus que l'action de l'État. Qu'est-ce qu'il a été fait de ces formes de solidarité spontanée? Est-ce qu'on est allé chercher les gens qui faisaient de la distribution alimentaire pour leur demander « mais alors du coup, comment vous avez fait? Comment vous avez organisé le quartier ?» Pas du tout. Il y a une indifférence totale et systémique de l'État à tout ce que fait la société. C'est-à-dire, en fond, quoi? Au fond, une opposition fondamentale, qui encore une fois n'est pas nouvelle, entre l'État et la démocratie. L'État, historiquement, se crée contre le peuple, se crée en dehors du peuple, et les situations de crise révèlent que, au fond, même les États dits démocratiques sont en réalité des États qui, dans la mesure de ce qu'ils peuvent, les gouvernants agissent de manière antidémocratique. La démocratie, elle est dans la résistance que la société oppose. Et là, on a une différence entre ce qui existe dans les États autoritaires et dans les États dits démocratiques. La différence, elle est dans la résistance que la société peut opposer à l'action de l'État et à l'action des gouvernants, qui, elle, est fondamentalement antidémocratique. Alors, je vais me faire l'avocat du diable un instant, parce que la crise du coronavirus, ça confronte le gouvernement, la sphère politique, à des décisions qui sont extrêmement complexes et qui doivent être prises extrêmement rapidement. Donc j'entends bien la défense que tu déploies d'un approfondissement de la démocratie et d'une véritable concertation des citoyens. Est-ce que cette concertation est possible quand on est dans un moment où il faut réagir dans l'instant? Mais bien sûr. Ou plus exactement, si ce n'était juste qu'un problème de temps, eh bien, il y aurait eu cette gestion un peu dans l'urgence en mars, en avril, en mai, et puis qu'est-ce qui serait passé en juin? On aurait lancé un grand travail collectif pour saisir quels sont les mouvements sociaux, quelles sont les formes, je te disais, de solidarité qui ont pu se monter, et comment est-ce qu'on peut partir de la société pour essayer de, la prochaine fois qu'il y a eu une épidémie, construire les choses différemment. C'est pas du tout ça qui a eu lieu. Il y a eu une invisibilité organisée de tout ce que la société a pu sécréter de pratiques durant le confinement ou face à la crise. C'est donc qu'il y a une défiance qui n'est pas simplement due au temps restreint de la politique d'urgence, mais qui est systémique. Et c'est ce qu'on voit aussi, par exemple, par rapport à la question environnementale, par rapport au réchauffement climatique. On est dans une situation où, certes, on doit agir vite, mais où ce n'est pas non plus quelque chose qui, nécessairement, est une affaire du jour au lendemain. On est dans une situation où les États démocratiques, pas tous, mais en tout cas, les États dirigés par la droite populiste, comme le Brésil, les États-Unis ou l'Angleterre, c'est clair, mais aussi dirigés par des centrismes populistes, comme en France avec Emmanuel Macron. Ce sont des pays qui font peser, ce sont des gouvernements qui font peser un réel danger sur l'idée démocratique. Parce que, confrontés au coronavirus ou confrontés au réchauffement climatique, confrontés à la pauvreté, confrontés aux véritables menaces qui pèsent sur nos sociétés, ils agissent non pas de manière plus démocratique, mais tout aussi autoritaire que le gouvernement autoritaire, et d'une manière qui n'est pas significativement plus efficace. Alors, ce qui est passionnant, c'est que les débats qu'on a aujourd'hui, en partant du coronavirus et du mouvement des anti-masques, j'ai l'impression qu'on les a eus il y a un an avec le mouvement des Gilets jaunes. Et Antoine, je crois que tu as un peu travaillé sur la comparaison entre les deux, et j'aimerais finir avec cela. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut dresser un parallèle entre ce mouvement des anti-masques aujourd'hui et le mouvement des Gilets jaunes hier? Est-ce qu'on peut dresser un parallèle sociologique? Est-ce qu'on peut dresser un parallèle en termes de revendications? On peut dresser un parallèle dans cette grande défiance qu'il y a par rapport aux différentes institutions. Ça, c'est vraiment un trait caractéristique à la fois des Gilets jaunes et à la fois des anti-masques et des différents mouvements de contestation qu'il y a à l'heure actuelle. Après, en termes sociologiques,
on n'a pas affaire au même public, c'est-à-dire que chez les Gilets jaunes, c'était plutôt des personnes qui étaient de classe populaire, voire le bas des classes moyennes, alors que là, on a affaire plutôt à des personnes de catégorie sociale supérieure. Donc ce qui montre qu'on a dans la société énormément de personnes qui sont défiantes par rapport aux différentes institutions, et on n'a pas seulement ce que l'on considère un peu comme caricatural de forcément ce serait seulement les classes populaires qui seraient défiantes par rapport aux institutions. Après, même quand on demande à ces anti-masques leur rapport avec les Gilets jaunes, il y en a à peu près 20% qui disent « j'ai été Gilet jaune, j'ai participé directement à une action ». Et par contre, il y en a 60% qui déclarent « j'étais pas directement Gilet jaune, mais j'ai soutenu le mouvement ». Donc c'est une autre sphère de contestation que celle du mouvement des Gilets jaunes, mais ce qui montre quand même que le mal est assez profond et assez diffus dans la société. Et ça, c'est intéressant parce qu'au fond, ce qu'on est en train de voir finalement, c'est que la crise du coronavirus, elle révèle les insuffisances de notre démocratie et elle montre en creux également une revendication d'une partie du peuple, en tout cas pour plus de démocratie. Est-ce que vous pensez l'un et l'autre que cette crise du coronavirus, d'un point de vue politique, d'un point de vue institutionnel pour nos systèmes politiques, est-ce que vous pensez que c'est un événement, une parenthèse qui va s'ouvrir et se refermer, ou est-ce que vous pensez que ça pourrait être quelque chose qui initie une véritable transformation en profondeur ? Je pense que tout dépend de la longueur de la crise et de la durée de l'épidémie. Mais c'est sûr que si l'épidémie dure sur le long terme, d'avoir justement pas de réflexion sur quels sont les grands objectifs finalement du gouvernement, c'est quelque chose qui peut poser problème au sein d'une partie de la société, parce que vous voyez avec différentes tribunes qui ont été publiées, que ce soit Nicolas Bedos ou André Comte-Sponville par exemple, qui disent il faut privilégier notre liberté individuelle par rapport à la sécurité collective qui est un peu considéré comme un totem à l'heure actuelle, alors qu'on ne devrait pas faire ça. C'est pas quelque chose qui est bien sur le long terme. C'est pas encore quelque chose qui est majoritaire au sein de la société, loin s'en faut quand on regarde les différentes études d'opinion. Mais néanmoins, si l'épidémie vient à se prolonger, ça peut poser problème. Et qu'il n'y ait pas de débat sur ces questions-là, ça peut entraîner une plus grande défiance, encore une fois, de la population. Samuel, en 2 phrases, si c'est possible, et je sais que les chercheurs détestent faire des prévisions, ce qu'on vit aujourd'hui, une parenthèse ou le début d'une véritable transformation ? En tout cas, du point de vue de l'État, il y a une occasion manquée. L'État aurait pu se saisir de cette crise pour démocratiser ses institutions et pour accroître la confiance que les élus ont dans les citoyens et les citoyennes. Ce n'est pas ça qui a eu lieu. Par contre, il y a une opportunité pour les mouvements sociaux d'utiliser la crise pour réclamer à l'État plus de démocratie, en se réappuyant sur le mouvement des Gilets jaunes, en s'appuyant sur des mouvements de défiance constructive. Et en réclamant plus de démocratie en un sens politique, c'est-à-dire une inclusion plus grande dans les processus de décision, et plus de démocratie en un sens social, c'est-à-dire de dire que face à un virus qui révèle à ce point les inégalités dans la société française, puisque évidemment le virus n'a pas touché également toutes les personnes, il a touché en particulier les travailleurs et en particulier les travailleuses, notamment dans les secteurs de soins, notamment dans les secteurs d'aide aux personnes vulnérables. De dire que face à ce virus fondamentalement inégalitaire, il y a une demande de plus de démocratie au sens social, c'est-à-dire de plus d'égalité sociale. Et ça, évidemment, d'une certaine manière, ça ne viendra jamais de l'État. Ça ne peut venir que de la société, et il ne tient évidemment qu'aux mouvements sociaux de faire de cette revendication démocratique une réalité. Merci beaucoup, merci Antoine Bristiel, merci Samuel Ayat. Merci Clément. Et quant à nous, on se retrouve dès le mois prochain pour un nouveau numéro de Viens voir les docteurs. Merci à tous. Bye.